Le titre de cet atelier porte sur l'identité numérique et je dois vous dire que c'est un sujet tout à fait d'actualité. La Banque mondiale va sortir une étude sur l'identité numérique en Afrique d'ici quelques mois. Le World ID Congress nous dit qu'on est en plein boom dans ce domaine. Alors on attend la diapositive. Encore hier, il y avait le European Institute of Security Studies qui travaillait sur ces questions d'identité numérique avec les problèmes d'usurpation. Bref, au niveau mondial, tous les acteurs travaillent sur l'identité numérique. Vous avez ici, sur cette diapositive, l'identité numérique indienne. C'est sur papier. Ils sont en train d'en déployer 1,2 milliard. C'est des choses importantes. Le Nigeria, nous verrons, beaucoup de pays sont en train de déployer l'identité numérique. Alors, qu'est-ce que c'est? L'identité numérique, c'est un système qui commence en disant on doit relier finalement une personne elle-même, donc, ou alors un organisme, ou alors un objet, avec des éléments d'ordre numérique, avec normalement des chiffres. Et donc ça commence par tout un travail où il faut vérifier que la personne est bien elle-même. Dans des pays africains où il n'y a pas d'adresse, où tout le monde a le même nom, où le nom qu'on utilise n'est pas toujours le vrai, c'est des choses qui ne sont pas évidentes. Et puis derrière, il y a tout un cycle qui permet de donner aux gens une identité de façon certaine. Et on verra qu'il y a plein d'applications. Alors, pourquoi? Donc, le discours officiel, le président de la Banque mondiale dit « L'identité numérique, c'est la killer application de la lutte contre la pauvreté ». Il a dit ça il y a quelque temps. Et donc, on est en plein dans un domaine où, derrière, il donne des exemples. Donc, en Inde, paraît-il, ils ont découvert que dans les aides sociales, il y avait 40% qui étaient détournés. Donc l'identité numérique permet de voir qu'une personne touche 3 fois la même aide sociale, ce qui n'était pas visible avant. En Estonie, tous les citoyens ont une carte à puce avec leur identité, ils font tout, ça leur sert de passe Navigo, ça leur sert de tout. En Tanzanie, donc actuellement, l'attribution des subventions se fait avec des identités numériques sur téléphone mobile. Donc 5 millions sont déployés. Au Nigeria, ils viennent de faire des audits biométriques sur les gens qui touchaient effectivement des retraites de l'État. Et là aussi, ils ont vu qu'il y avait 40% de personnes qui touchaient de retraites. Donc ça a permis de diminuer. Et puis, alors là, je ne sais pas quelle est l'identité numérique, mais je pense par exemple au Kenya, les Bridge Academies, ils sont en train de mettre en place de la formation avec les professeurs, c'est des gens de la rue qui ont un niveau un peu plus élevé que les élèves et qui ont une tablette PC avec tous les cours. Et donc, bien évidemment, il y a 18 000 profs. Ils font de la formation au niveau primaire avec à peu près 1 euro par semaine. Et donc, c'est pas cher, mais il faut vérifier que là aussi, c'est bien la bonne personne qui travaille. Ça, c'est ce qui est dit. Ce qui n'est pas dit, c'est que l'identité numérique, c'est un outil essentiel pour la police et pour le gouvernement pour surveiller les gens. Donc, on a dans chaque pays, moi je travaille à la fois avec les ministères de l'Intérieur, je pense à l'Égypte, je pense à un certain nombre de pays, la Jordanie, où en fait c'est un outil essentiel pour la police typiquement, pour l'armée, pour la surveillance. Et donc ça c'est un aspect, je pense, qui incite beaucoup les pays à développer l'identité numérique. Et puis il y a un risque non négligeable qu'il y ait une violation, que ces fichiers arrivent dans les mains de la cybercriminalité. Alors, à quoi ça ressemble l'identité numérique? Ça peut ressembler à beaucoup de choses. Donc je vous ai montré la carte indienne. On a souvent des cartes à puce, donc celles qu'on connaît ici avec contact, mais ça peut être des cartes sans contact qui sont en train de se faire. Là, toutes les cartes bleues françaises sont en train de passer sans contact maintenant. Ça peut être des petites puces RFID, c'est ce qu'on a mis à l'intérieur des passeports. Ça peut être la carte SIM. Donc, typiquement, il y a l'identité numérique de la personne qui est liée à un téléphone portable. Ça peut être un avatar quand on circule sur Second Life ou sur des sites internet. Et puis, ça peut être, sans qu'on le sache, des cookies. J'en parlerai tout à l'heure. Et puis, tout simplement, une adresse électronique. Bref, il y a beaucoup de manières de pouvoir donc matérialiser l'identité numérique. Alors, où est-ce qu'elle se déploie? Donc, en Europe, elle s'est déployée sur une base volontaire. La France est un des pays les plus en retard dans ce domaine. Pratiquement tous les pays donc, sont en train de rendre obligatoire une identité numérique. En Inde, je vous ai dit qu'il y avait 1,2 milliard d'identités numériques en cours de déploiement. En Angola, je lisais donc une des premières actions pour rebâtir le pays démocratique, c'est de créer l'identité numérique.
Au Nigeria, donc, ils sont en train de lancer, ils ont déjà fait 5000, ils lancent l'identité numérique en liaison avec Mastercard, qui fait à la fois carte bancaire et identité numérique. Donc c'est un grand projet qui vise 350 millions d'identités numériques. En Jordanie, j'ai été la surprise de voir que sur les distributeurs de billets, il y avait un appareil qui prenait la rétine des yeux. Ça veut dire que les gens qui ne savent pas lire, ils sont immédiatement identifiés, ils peuvent retirer de l'argent s'ils en ont sur leur compte. Voilà un petit peu les... Donc ça, c'est le système en Azerbaïdjan, mobile. Enfin bref, partout, on voit se déployer l'identité numérique. Qu'est-ce que c'est? Là, ça devient compliqué. Parce que ça peut être le nom et l'adresse, mais ça peut être l'identité professionnelle, ça peut être la carte de santé, on a chez nous la carte vitale, ça peut être des éléments, donc ça peut être le téléphone, ça peut être les numéros de téléphone, ça peut être des agendas. Il peut y avoir énormément de choses en tant qu'information dans l'identité numérique. Sauf que, bien évidemment, tout le monde n'a pas le droit de tout voir. Et c'est là où ça devient plus compliqué. Alors, les applications, typiquement, aujourd'hui, quand on va à l'aéroport, si on passe son passeport, il est capable de lire. Il y a des machines qui sont capables de reconnaître qu'on est bien là, donc on peut éviter les queues, on a du contrôle automatique. Je vous ai parlé des distributeurs de billets. Une application importante est celle de la signature électronique. C'est quelque chose la signature électronique permet de signer un document et d'être sûr que le document est bien de la bonne personne et qu'il n'a pas été falsifié. C'est infiniment plus sûr qu'une signature papier. On va trouver ça aussi, donc ces systèmes sont connectés avec les fichiers d'état civil, sont connectés avec les listes électorales, sont connectés avec les fichiers de santé. Et donc c'est ce qu'on voit se déployer pratiquement dans tous les pays émergents où ils n'ont pas de liste électorale, ils n'ont pas de fichier d'adresse. Et donc ils font en même temps, c'est le numéro unique des impôts. Donc on voit se développer dans tous les pays d'immenses programmes où ils sont en train de déployer ce genre de choses. Et mon métier, c'est justement de les conseiller dans ce domaine. Alors, est-ce qu'il y a une réglementation? Bien sûr. Elle est d'ailleurs en train de changer. La France a été un des pays pionniers avec la loi de 78, et notamment donc sur la protection des données personnelles. Et en ce titre-là, on est assez reconnu dans le monde pour ce domaine. Aujourd'hui, donc en Europe, les deux grandes réglementations sont en train de changer. Donc j'ai lu que le Parlement avait adopté cette semaine le nouveau texte règlement sur la protection des données personnelles, donc qui va améliorer la réglementation qui est déjà solide. Et puis là aussi, le Conseil va adopter très prochainement la nouvelle directive sur l'identité numérique et les services de confiance, donc qui permet, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, d'avoir une interopérabilité entre les pays, parce que ce n'est pas le tout d'avoir une identité numérique qui puisse être lue dans un pays. Les gens se déplacent, qu'est-ce qui va se passer dans le pays d'à côté? Et donc l'Europe, donc Commission et Conseil, ont développé des procédures en imposant des mêmes niveaux de sécurité. Il ne faut pas que dans un pays, l'identité numérique ne soit pas du tout sérieuse, alors que dans l'autre, elle l'est. Un de mes amis du ministère de l'Intérieur me disait qu'en France aujourd'hui, il suffit d'arriver avec un certificat de naissance qui n'est pas vrai et on peut avoir une fausse identité numérique. L'identité numérique qui est en train d'être mise en place en Europe sera beaucoup plus sérieuse que ça. Alors, tous les pays ne sont pas de cet avis. Quand on discute avec les Chinois, eux, ils disent « Nous, on ne veut pas signer les conventions internationales dans ce domaine. Pour nous, on veut contrôler ce que les gens disent et ce que les gens écrivent sur le net. » C'est très clair, ils le disent. Les États-Unis, eux, disent « Pour nous, l'important, c'est la lutte contre le terrorisme. » Et il y a eu énormément de contentieux entre l'Europe et les États-Unis. Les Européens sont beaucoup plus stricts que les Américains. Par exemple, ils ont lancé la réglementation PNR dans les avions. Donc, on ne peut plus atterrir aux États-Unis s'ils n'ont pas un fichier pour savoir ce que les gens ont mangé dans l'avion, etc. Si on voit qu'ils ont mangé cachère, etc. Ça, les services américains veulent le savoir. Et donc, on est en train de mettre en place, j'ai travaillé là-dessus aussi, comment faire en sorte qu'on crée tous les fichiers pour que les Français qui partent aux États-Unis le gouvernement puisse fournir les informations qui leur permettent d'atterrir aux États-Unis. Les pays émergents, eux, le dialogue est différent. Je voyais par exemple en Côte d'Ivoire, ils ont fait une loi pour créer 6 agences, dont une qui correspond à la CNIL, qu'ils appelaient Ciel. Et quand j'en rediscute avec le ministre ou le directeur de cabinet, ils me disent « Bon, finalement, on va laisser tomber, on ne voit pas l'intérêt. » Et de fait, dans beaucoup de pays où je vois, les gens ne voient pas l'intérêt d'une commission, d'un opérateur indépendant
qui va faire le lien, qui va vérifier que l'État respecte les libertés personnelles. Et donc, on voit que ça ne marche pas. Récemment, j'ai vu qu'au Sénat américain, une des députées s'est plainte parce que la NSA est venue rentrer dans les systèmes d'information du Sénat et ont transformé, subtilisé des documents des sénateurs. Donc, c'est quand même assez grave, et d'où l'utilité des partenaires indépendants qui peuvent surveiller l'action de l'État et les libertés. Je précise d'ailleurs aussi qu'en ce qui concerne le Saint-Siège, il n'a pas signé la Convention internationale sur la protection des données personnelles et il n'a pas signé la Convention internationale sur la lutte contre la cybercriminalité. J'espère que ça viendra, parce que si des gens viennent attaquer les systèmes d'information de l'Église, si ces conventions ne sont pas signées, ils ne pourront pas bénéficier de l'aide judiciaire des autres pays et de police. Alors, les traces sur Internet, je ne vais pas tarder à conclure. Donc on a parlé de l'identité numérique d'une certaine manière volontaire, où on a une carte, un document, mais il y a aussi toutes les traces qu'on laisse de façon involontaire. Il suffit que vous ayez votre téléphone allumé, le téléphone va se signaler sa présence à toutes les BTS et MTS des opérateurs, et les gens sauront où vous êtes maintenant. De même, si vous avez un GPS dans votre voiture, c'est pareil. De même, si vous allez interroger sur un site web, par exemple, vous allez voir Google, quand vous interrogez Google, il vous envoie un cookie, et donc la fois d'après, il sait vous reconnaître. Alors, moi, je ne sais pas faire, je ne sais pas reconnaître quelqu'un qui a été interrogé sur Internet, mais des amis me disaient, bah, tiens, j'ai été regarder une publicité ce week-end avec mon adresse personnelle, le lendemain, le lundi au travail, j'avais de la publicité sur mon autre adresse, exactement sur la même chose. Donc, il y a bien des interconnexions entre l'identité personnelle d'un côté, l'identité professionnelle de l'autre, par des grands organismes. Et donc, même s'il y a un certain nombre de lois, par exemple, avec toutes les traces Internet, il y a une loi, je crois que c'est dans la directive, qui interdit, et même dans la loi française, qui interdit à un tribunal de condamner quelqu'un sur la base des traces qu'ils ont laissées sur Internet. Mais n'empêche que ces traces sur Internet, avec les techniques de data mining, etc., deviennent plus importantes, à la limite. Quand j'en discute avec des collègues, on en est à se dire aujourd'hui, les entreprises ont plus de connaissances des citoyens que n'en ont les États. Donc le système dont je parlais tout à l'heure de surveillance par la police, les entreprises qui utilisent les traces sur Internet ont autant de données, autant d'informations sur les gens, et également les cybercriminels. Donc ma dernière diapositive, c'est en fait lié à deux études que j'avais faites quand j'étais à la DATAR, deux études prospectives où on se demandait quel serait l'avenir de l'Internet, quels sont les scénarios. Les deux études aboutissaient à la même interrogation en disant, est-ce qu'on va vers une société type Big Brother ou est-ce qu'on va dans une société où la société civile va pouvoir être suffisamment forte et réactive pour empêcher cela et défendre ses libertés. Toutes les études disent, on ne sait pas. Aujourd'hui, avec un peu plus d'expérience internationale, je dirais que ça dépend des pays. Il y a des pays qui très clairement choisissent et veulent aller vers une société démocratique protégeant les libertés, et les autres, on a une société où l'État veut contrôler. Donc c'était le point d'interrogation. J'en ai un deuxième aujourd'hui où je dis au pays, vous avez un choix à faire. Est-ce que vous voulez une société d'Internet pour des élites? Est-ce que vous voulez toucher les chefs d'entreprise? Est-ce que vous voulez toucher l'élite du pays? Ou est-ce que vous voulez une société inclusive où ce que vous allez faire va servir au plus grand nombre? Là aussi, c'est un choix politique que nous suggérons au pays. Merci de votre attention.